donc on avait Bardella, RN, Glucksmann du PS, donc Artaud de Lutte ouvrière. Il y avait la folle des écologistes, là, Marie Toussaint. Donc il y avait La Fontaine des communistes. Ah ouais, voilà, lui il m'a énervé parce que vraiment, on sent que c'est une fripouille qui a été télécommandée par Macron, quoi. Willy Schaeffer, l'Alliance rurale, là. Putain, mais c'est un truc fait pour piquer des votes au RN. C'est fait que pour ça, quoi. Ça sert vraiment qu'à rien. Parce que ils bouffent à tous les râteliers, les copains avec tout le monde, les communistes, les macronistes, le RN, quoique non, pas sûr. Il y avait qui? Il y avait Xavier Bellamy de Les Républicains, donc Hélène Touy du Parti animaliste. Ah, lui aussi, c'est un sacré rigolo, lui. Guillaume Lacroix, Europe, Territoire, Écologie. De toute façon, j'avais mis, en fait, le résumé de ce qu'ils avaient raconté, je l'avais mis en titre. Donc, pour l'écologie, c'est le PC. Ah ouais, tiens. Bardella, c'était, pour résumer, son intervention, c'était « On me cause encore de Jean-Marie ». Glucksmann, c'était « La Chine veut liquider notre industrie ». Lutte ouvrière, c'est « La nature humaine, c'est pas l'exploitation ». Marie Toussaint, c'est, pour résumer, c'était « Si cela fait prout, c'est pas écolo ». Le PCF, l'écologie, c'est le PCF. Donc, Willy Schreier, de l'Alliance rurale, c'est « Je suis la créature de Macron ». Bellamy, c'est j'ai rien à dire, mais je fais du vent. La meuf Touy du Parti animaliste, c'est les animaux, c'est des humains. Aubry, c'est t'es jeune, 1158 € pour ta, ouais, il y a un mot qui a sauté. C'est leur programme, c'est on va te donner de l'argent. La Guillaume Lacroix, Europe Territoire Écologie, le RN vilain, la NUPES pas beau. Voilà, donc bon, à macroniste encore. Hein. Blabla pour résumer, voter Marion, donc le mec de Reconquête, parce que Marion pouvait pas venir, donc c'est Pelletier qui est venu. Et puis t'as la mal fini, là, t'as Aïe, mon bilan est top, votez pour nous. Voilà, je vous ai résumé. Vraiment ce qui dit les interventions, hein. Les interventions de chaque personne. Si ça fait prout, c'est pas écolo. Sur une affiche, ça m'aurait bien fait rire. Mais non, mais je dis pas de conneries, c'est exactement ce qu'ils ont dit, hein. Bah alors, il y a Pierre Perret, il fait du vilain, il fait du pas beau. Il dénonce. Pierre Perret, vous savez, ouvrez la cage aux oiseaux, les laissez s'envoler, c'est beau. Un oiseau en liberté, c'est plus beau qu'un oiseau empaillé. La, et la liberté. Et là, il fait un tweet. Mes petits loulous antisémites. Il y a mal donne. D'abord, si vous êtes antisémite, raciste, vous ne pouvez pas faire partie de mes loulous. Après avoir écrit, ouais bah oui, je comprends ça. Après avoir écrit des chansons telles que Ferdinand, Lily. Ah ouais. Alors Lily c'était bien. Elle arrivait de Somalie, Lily. Dans un vieux bateau pourri, Lily. Dans un bateau plein d'immigrés, elle a failli se faire rouler. Ou se faire relever, ou se faire démonter. Moi je sais plus trop. Bon en tout cas, Ferdinand je connais pas. Lily ou La Bête est revenue. À mon avis, c'est une vieille adaptation, tu sais, du truc de Reggiani, tu sais. Les loups sont entrés dans Paris. Pas par ici, pas par ici. Les loups sont entrés dans Paris. Pauvre Céline. Les loups sont entrés dans Paris. Pom, pom, pom. Qu'est-ce que dit le chat sur le sujet? Que venez tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Oui, Pierrot, c'est tout à fait. Pierre Perret, c'est pas un méchant. Il doit être marrant à l'apéro. Non, bah oui, et qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Jojo? Pour moi, il veut afficher sa vertu, pour moi. Tu crois? Bon, il a plus l'âge, ils sont franchement, tu vois, il y a certains, je dirais pourquoi pas, mais le mec, il a rien à gagner, tout à perdre à ouvrir sa gueule réellement, hein. Parce que il est, bah oui, il est en haut de la montagne depuis 20 ans, hein, tu sais, sa carrière est finie depuis longtemps, hein, donc. Il y a l'ego qui peut aussi jouer. Bah. Mais pour moi, faut pas trop sous-estimer l'ego, surtout quand tu es une personnalité connue. Ouais, toi, je pense que ça joue pas mal. Hein. Je pense que t'es un infâme complotiste, donc. Qui suis-je? Je suis pas dans le cœur de l'homme. Hein. Le problème est qu'il pourrait d'ailleurs vous valoir des poursuites pénales. C'est-à-dire que Rima Haban serait une amie des terroristes. C'est un mensonge. Honte à vous. Rachid l'instit mort de rire. Moi qui me tamponne des honneurs. Après, il nous déballe ses médailles en carton.
Ah oui, ça c'est le truc de Maximus. De facho, de raciste de merde en fait. C'est Assa Traoré en colère légitime et sa meute. Cette dernière nous demande de dégager parce que des sales clochards, des sales blancs doivent dégager. Le blanc, c'est le mal incarné, le colonisateur, le voleur de ressources, l'esclavagiste du passé. Il est odieux, sale, porte des idées nauséabondes. Eux, ils vont récupérer la petite blanche. Genre, il n'y a rien de politique dans l'assassinat de Lola. Le seul truc qui est politique, c'est que c'est une Arienne. Non. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà une idée intéressante. Delphine Ernotte, directrice générale de France Télévisions, organisme public, porte donc une vision et souhaite la montrer à tous les Français. La vision plutôt que le réel. Il faut dire qu'il y a quelques années, elle avait fait parler d'elle en évoquant son projet concernant les hommes blancs de plus de 50 ans. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. S'en était suivi un grand ménage au sein de France Télévisions. Mais est-elle la seule à vouloir montrer une réalité qui n'existe pas? En tout cas, pas dans cette mesure. Penchons-nous sur les publicités qui nous sont proposées depuis 2-3 ans et essayons d'y trouver une récurrence. Nous avons retenu seulement quelques-unes des centaines de publicités qui ont été proposées dans le paysage médiatique. Elles ont été classées par thématique, le couple, la famille, les articles et les livres, la communication officielle. Cette présentation est loin d'être exhaustive. Elle défilera assez rapidement et je reprendrai mon commentaire juste après. Alors que penser de cette nouvelle représentation de la France et des Français? L'homme blanc aurait-il disparu du paysage médiatique? Absolument pas. Un traitement particulier lui est réservé. Je vous en laisse juge. Quelle peut être la conclusion? L'homme blanc doit-il être frappé par le glaive vengeur de l'homme racisé qui prendrait sa revanche? Sa revanche sur quoi, au fait? Et en passant, revenons sur ce thème de racisé qui s'impose un peu partout. Nous constatons qu'il est un mot valise pour désigner en particulier l'homme noir. Serait-ce que les autres seraient des non-racisés, à savoir qu'ils n'auraient pas de race? Je laisse cette question à votre réflexion. Quant à la femme noire, elle a quasiment disparu de cette équation. Poursuivons. Cette surreprésentation de l'homme noir dans les médias a-t-elle un effet sur la population de couleur? J'en doute fortement. Elle servirait surtout d'argument marketing et de clause de bonne conscience aux commanditaires de ces campagnes de publicité. Il se peut également que, non content de conduire à un blackwashing, toutes ces initiatives visent en plus à nous faire accepter une nouvelle réalité, à savoir l'arrivée de centaines de milliers d'hommes, la plupart jeunes, des contrées africaines. Elle viserait à mettre en place un paysage visuel rassurant quant à la présence des nouveaux arrivants sur le sol français. L'objectif est-il atteint? En passant, la production télévisuelle et cinématographique française de ces dernières années suit une inclination identique.
Je vous laisse avec un petit extrait vidéo dans lequel Geoffroy de La Gannerie, philosophe et sociologue français, évoquant l'affaire Adama, expose le rapport de l'homme noir dans un paysage d'hommes blancs. La plupart des sources sont dans la description. D'autres vidéos sont à suivre, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à cette chaîne et activer les notifications également. À bientôt. Pourquoi est-ce que la police voit un noir qui court comme quelque chose à attraper? Quel type de représentation ils ont du corps noir? L'argument, c'est que le corps noir libre qui court est une agression contre le moi blanc, contre la suprématie blanche sur l'espace public, qu'il est vu comme une agression et que par conséquent l'attaquer est vu comme une défense. Et que le moi qui se défend, c'est le moi blanc contre l'agression que représente un corps noir libre, un corps noir qui s'échappe. Comme elle dit, en fait, dans nos quartiers, ça s'est maintenu, puisque maintenant, quand vous n'avez pas votre carte d'identité, on peut vous abattre et il ne se passe rien. Donc en fait, ça s'est exactement prolongé, cette idée-là, qu'un noir ou un arabe qui n'est pas, comment dire, identifiable, appropriable par la police est abattable. Donc c'était la deuxième partie donc du cryptique de Maximus. D'ailleurs, je vous invite à aller, si vous avez apprécié, d'aller mettre un j'aime. Je vous mets le lien, d'aller mettre un j'aime et un petit commentaire. Ah, vous serez bien urbain. On met le petit j'aime et le petit commentaire. Voilà. Alors, on va mettre un petit commentaire. Ouh! Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Voilà. Ouais, même si vous avez rien à dire, vous mettez un petit commentaire. Ah bah tiens, je vois que déjà que Pierrot a déjà mis un truc. Et Richard Pantier aussi. Bah bravo à eux. Bon. Bah c'était bien. Hein, c'était bien. Et il est là, Maximus. Il a été se cacher. Il a honte de son travail. Il n'ose pas parler. Hein, il pourrait venir commenter en vocal, mais bon, il est là. Ça, c'est les grands auteurs. Hein, ils osent pas parler. Hein, on comprend ça. Bon, bah, t'as fait une sélection donc de vidéos, plutôt de publicité où il y a une surreprésentation d'hommes virils et noirs qui sont en couple avec des jeunes femmes, généralement blondes, aux yeux bleus. Alors, c'est assez surprenant. Hein, cette dystopie, donc en fin de compte, où en fait toutes les Marion Maréchal de France se feraient saillir par de beaux Hidalgo nous venant des tropiques. C'est cela, non? C'est exactement ça. Je suis allé sur le compte Twitter, là, je sais pas si tu connais, Publicité Cosmopolite. J'ai entendu parler, mais je suis pas abonné parce que je crois que je l'ai pas retrouvé le compte en fait. Voilà, et ben là-dessus, systématiquement, quand il y a une nouvelle photo, surtout, parce qu'ils font surtout des photos, donc sur les pubs, il les colle dessus. Donc je me suis fait tous les posts, j'ai récupéré toutes les images, et après j'ai fait une sélection dedans. Et j'en ai mis le tiers, hein, parce qu'il y en avait un paquet, mais c'était monstrueux. Après j'ai dit je vais pas tout mettre, parce que de toute façon ça va faire une vidéo de 10 000 ans, et puis c'est pas l'intérêt, c'était juste d'avoir un panel suffisamment intéressant. Déjà là il y en a au moins, je crois, 100 ou 150 photos. Oui. Et ça m'a permis. Donc après, je les ai classés. C'est vrai que les couples, c'est ce qui ressort le plus. Donc, oui. Effectivement, l'homme noir et puis la femme blanche, c'est plus de 50% des pubs. Après, il y a un peu les familles. Alors, avec évidemment donc l'enfant qui est métisse et puis donc la femme toujours blanche et puis l'homme toujours noir. Très peu dans l'autre sens. Et puis après, effectivement, il y a eu la partie école, donc où j'ai commencé à voir effectivement les cahiers de vacances avec toujours un racisé, un noir sur la couverture. Enfin bon, toutes ces petites choses-là. Plus j'ai commencé à voir la communication aussi, même au sein des entreprises. C'est ce que j'ai montré. Donc on voit ça avec toujours pareil, un nom blanc, on va dire, toujours à l'affiche. Et j'ai voulu montrer un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai voulu essayer de me poser la question du pourquoi ça. Parce que effectivement, d'un côté, ça évacue totalement l'homme blanc, il disparaît. Sauf évidemment dès qu'il y a quelque chose de mauvais, hein, c'est le fameux coup du cambrioleur et puis du vilain gars. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce que j'ai mis comme pub là, il y a tout un article. J'ai pris les extraits d'articles sur les HPI, tu sais, le haut potentiel intellectuel. Oui.
donc des petites filles black qui sont en photo, et puis 3 écrans plus loin, il y a l'échec scolaire, les difficultés à l'école, et là c'est que des blancs. Oui. On voit en photo. c'est drôle. Ah oui, quand c'est négatif, là par contre, il ne faut absolument pas montrer en fait la multitude. Il faut montrer. Là, c'est en fait dès que c'est négatif, il faut montrer des gens du cru. Hein, sinon, ça ne passe pas. Oui, bah de toute façon, mais il y a quelques semaines, j'avais abordé le sujet dans une vidéo. Donc oui, en fait, ce que tu dis, j'ai à peu près fait les mêmes analyses, quoi. À la limite, c'est simplement, j'avais trouvé l'article de Fort, là, où en fin de compte, il y avait carrément un sondage qui avait été fait par je sais plus quel truc, pas un sondage, une étude. Et en fait, effectivement, c'était de l'ordre de 22% des publicités où tu avais donc des couples, en fait, qui étaient avec un homme noir et une femme blanche, en général. Donc 22%. Donc c'est pratiquement un tiers, ce qui correspond pas à la population. Mais pas si loin non plus que ça, puisque la population est à peu près de 17% de ce type de population. Donc logiquement, par contre, ça correspond pas à une réalité. Mais en fin de compte, c'est comme tu l'as dit en mettant préambulaire note, c'est un petit peu, c'est le souhait. En fait, c'est la France telle qu'il voudrait qu'elle soit, quoi. Voilà. Exactement. J'ai mis en parallèle justement les propos de Delphine Ernotte et la pub également, c'est-à-dire un peu la projection que tous ces gens-là ont. D'une espèce de mélange heureux, mais il y a toujours des perdants dans l'histoire, hein, forcément, puisque un couple, c'est pas 4 personnes, hein, c'est 2. Voilà. Par contre, j'ai une observation. En fait, là, je vois où tu veux en venir. Donc, moi, je pense que en fait, il faut faire ça. T'as eu une première partie, t'as eu une deuxième partie, et là, après, t'auras une troisième partie. Mais par contre, quand t'auras bien fait tes 3 parties, je pense que tu devrais remasteriser tout pour en faire une vidéo unique. En mettant que la continuité, tu sais. Que ça fera pas une vidéo trop grosse et ça sera, je pense, assez sympatoche, quoi. À tout compiler, tu veux dire? Ouais. Bah, en fait, là, tu fais 3 parties, mais après, quand tu auras fini ton argumentaire total, revoir, peut-être resynthétiser le truc. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. Et puis, ça permettrait de l'ouvrir à une plus grosse populace, quoi. Oui, je sais déjà ce que je vais mettre dans la 3e. La 4e, je sais pas si je vais faire une 4e ou pas, parce que je connais déjà mon final, si tu veux. Je sais quel va être ma conclusion. Je l'ai déjà. Maintenant, je savais que je devais faire cette vidéo-là. J'ai une prochaine vidéo, normalement, où je vais m'attaquer un peu tout ce qui est wokisme et autres, parce que je vais commencer à changer un peu de braquet. Et après, je ferai ma conclusion sur tout ça. Ok, donc c'est un 5 parties, quoi. Ah, ouais, parce que moi, j'en étais resté à 3, parce que je crois que tu nous avais dit, la dernière fois qu'on en avait discuté, t'étais parti sur 3, quoi. Sur un triptyque, c'est vrai. Mais c'est vrai que plus je creuse et plus je pose, je me donne pas de limite. Hein, bon, évidemment, il n'y a pas de raison, mais c'est... Je pense qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, mais bon, c'est vrai, faut avoir faut s'arrêter à un moment donné, quoi. C'est ça, parce que après, je veux faire des vidéos qui soient plus après ponctuelles, hein, sur un sujet précis, mais qui ne soient pas forcément un argumentaire. Là, je suis en train de développer un argumentaire sur 3-4 vidéos. Mais j'ai dû arrêter donc ma 3e vidéo, c'est-à-dire un petit peu le cheminement de ma 3e vidéo, parce que j'ai entendu donc un bout d'interview de Rocaille Jello, qui m'a tellement pris les millénaires que du coup j'ai pondu une vidéo qui elle doit faire dans presque un quart d'heure, et là je l'ai peaufinée. Et c'est un peu une espèce de réponse à Rocaille Jello, parce que bon, elle estimait que la guerre, c'est bien de parler de la guerre, mais que ce serait bien de parler, tu sais, de la traite et tout ça. Donc, elle était interrogée là hier, hein, pour le 6 juin. Hein. Ok. Voilà. Et elle disait oui, c'est bien de parler de la guerre et tout ça, donc de rappeler, c'est vrai, c'est important, mais bon, il faudrait aussi parler de la traite. Alors, il a parlé de la traite transatlantique. Parce que j'ai réécouté après l'interview. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, je mets tout ça dans le côté il faut qu'on parle de la traite et tout ça, l'esclavage, villa, tout ça en France. Enfin, elle parlait des choses en France. Bon, du coup, j'ai pondu toute une vidéo là-dessus.
Je pense que ça va bien lui plaire. Enfin, elle la regardera jamais, hein. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. D'autant que je me rends compte que je ne parle pas du tout du sujet, c'est-à-dire de ce qu'elle a dit. Parce que finalement, c'est pas important. Moi, j'ai fait cette vidéo qui est une espèce de vidéo de réponse, et je suis même pas sûr de mettre au début un extrait de ce qu'elle a dit. Parce que je sais même pas si c'est important. Tu l'as sorti cette vidéo? Tu l'as sorti? Non, non. Ah. Là, au début c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu à... j'ai pas lancé l'écoute. Ah, tu bossais dessus? J'étais en train de terminer, ouais. Et là, c'est vrai que c'est une grosse vidéo. Déjà, elle fait 800 MB. Ah oui. C'est la plus grosse que j'ai faite. En général, elle tourne autour de 200-300. Là, ça fait 800 mégas. Ça va être une tannée là pour le plus. Ah oui, t'as une connexion de merde, donc en fait ça met 3 plombes à uploader. Ouais, c'est vrai que moi je me rends pas compte. Moi je suis fibre. Bon, j'envoie. En fait, moi je fais du direct to OBS. Moi j'enregistre OBS, ça fait donc 3-4 gigas, des fois 10 gigas. J'envoie ça à YouTube directement. Et je m'en fous quoi, je laisse tourner quoi. Ouais. Là non, et puis bon, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Là j'ai quand même 8 pistes, hein, donc je me suis bien amusé en collant des images, des extraits audio, je me suis bien appliqué aussi pour l'audio, parce que là je me suis réécouté. Là c'est pas terrible là, ce que j'ai fait, c'est bien, mais c'est pas formidable, hein. Quand je me réécoute, je trouve les petites erreurs, alors que là cette vidéo que j'ai faite, je pense qu'elle est meilleure d'un point de vue diction. On verra ça. Quand est-ce que tu la sors, hein? Tu sais quand est-ce que tu la sors Je sais pas. Je sais pas s'il y a des jours particuliers, parce que je pourrais très bien la sortir pour demain, hein. Non, en fait, réellement, non. En fait, c'est... De toute façon, vu les millions d'abonnés que j'ai, je peux la sortir n'importe quand, hein. Mais il faut que je fasse encore la miniature. Et après, je pense que ça va être assez sympa. Alors, c'est une vidéo qui est longue. Je parle tout le temps. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé à partir d'un article que j'ai récupéré. Si tu veux, ce sont pas mes propos à moi. Mais c'est quelque chose qui colle complètement à ce que je veux dire et qui répond parfaitement à tous ceux qui nous disent que voilà, il faut parler du méchant blanc esclavagiste. Et là, il y a les réponses, mais c'est très bien. Là, je fais un petit teaser là. Ok, tu me mettras sur le Discord. Comme tu l'as fait là, je savais même pas que c'était toi, hein. Je pensais que c'était, j'ai mis la vidéo et puis c'était ta deuxième. C'est très bien, tu fais ça comme ça. À la limite, si tu la sors demain, si elle est prête, hein, tu me le diras. On la regardera tranquillement demain soir. Sinon, ça sera pour la prochaine, quoi. Voilà, et puis j'ai fait 2-3 shorts, mais bon, les shorts je les mets pas dans vos créations, c'est sur sauf si c'est vraiment oui, après ça dépend des fois. Je veux dire, si c'est un vrai short, si c'est un truc genre Suno, je l'ai mis une fois, puis après j'ai dit même si j'écris les paroles, hein, sur le Suno j'écris les paroles quand même. Ah, quand même. C'est pas tout automatique. Ah oui, c'est pour ça que la dernière que j'ai faite là sur justement. Je fais mon live. Sur j'allais dire Manu Dibango, non mais l'autre là, le LFI là, qui disait que la France n'était pas un pays, les paroles c'est moi qui l'ai écrit. En gros, je réponds en chanson. Ah ouais, mais c'est bien ça, c'est cool. Donc je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Si, tu l'as peut-être vu. Ah si, tu l'as vu, c'est la dernière que j'ai faite sur Pascal Pro. Peut-être, tu sais, je vois tellement de trucs, en fait, T'as mis un commentaire, si, la Pascal Pro sur le coup, là, pour Céline Dion et tout ça, il dit ouais. Non. Ah oui. Ouais, mais c'est... Je l'ai écouté le matin, il m'a tellement énervé, j'ai sorti l'ordi, j'ai dit je vais pondre une vidéo, il faut qu'elle sorte aujourd'hui. Franchement, tu m'as beaucoup fait rire sur cette vidéo-là, je l'ai écoutée, parce que je retrouvais même des accents de Oncle Gragra, tu sais, le côté railleur et tout ça. Ouais. Vraiment, m'a fait rire cette vidéo-là. Ouais, mais Gragra, il avait vraiment... C'est dommage qu'il a arrté. Il a autre chose à foutre, je pense. Et il avait vraiment un talent de conteur, hein, je trouve. Hein. Il a pas eu le succès qu'il aurait dû. Mais bon, ça, de toute façon, c'est comme ça. La vidéo sur la mère de Naël, là, il y a vraiment des passages qui m'ont vraiment bidonné, parce que je me suis dit, c'est complètement ça, quoi. Je veux dire, c'est le côté vraiment mérailleur, c'est... Ouais.
Casse-toi, quoi. Casse-toi, que Ah ouais, non, mais oui, mais c'est bon, t'as touché ton billet, quoi. C'est bon, t'as perdu un fils, t'as touché ton billet. Bon, mais en fait, en plus, en même temps, c'est un petit peu... Elle a quand même perdu un gamin, tu vois, c'est dramatique. En fait, ça reste quelque chose de dramatique, mais à l'anniversaire des 10 ans d'Anne Hidalgo à Paris, elle aurait tout saccagé. N'oubliez pas que le 23, elle va faire une petite baignade, donc pensez à aller faire votre petit caca dans la Seine un petit peu avant, hein. Comment on appelle un boomerang qui revient pas? Un chat mort. Ah mon Dieu. Purée, je commence à fatiguer moi. Bon allez. 10 années à la tête de la capitale du plus beau pays du monde, ça se célèbre. Voici donc notre présent pour Madame Anne Hidalgo, un florilège des pires décisions qu'elle a prises en étant maire de Paris. C'est cadeau. Ah si c'est cadeau. Native de San Fernando en Espagne, Anne Hidalgo grandit à Lyon. En plus, elle est même pas née en France. Elle est née en Espagne. Purée, non mais jusqu'au bout. Hein, allez, on a eu Valls, on a eu aussi Hidalgo, mais putain, mais tous des socialistes en plus. Ah non, mais j'ai mal à ma France. Hein. Lyon et prend sa carte au Parti socialiste en 1994 à l'âge de 35 ans. Là, au moins, c'est Papacito, il s'est respecté. Il était chez les radicaux de gauche, quoi. Il était chez les communistes. Hein, il était encarté, voilà, bon, il y avait quand même une certaine rigueur morale. Là, c'est des socialistes, donc des enfants de franquistes. Non, mais dites-vous que Papa Valls et Papa Hidalgo, hein, c'était des franquistes. Hein, ils ont pas fui, eux. Ils étaient en Espagne. Hein, ça a collaboré. Hein, les chemises noires, hein, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, donc maman Hidalgo, papa Hidalgo, hein, ça a pas couché avec les Allemands, mais ça couché avec Franco. Hein. Elle travaille ensuite dans 3 cabinets ministériels du gouvernement Lionel Jospin et en 2001. Ah, Lionel Jospin, c'était pas le dernier, hein. Ah, le Sotopaf, hein. Il a pris un coup de baramine, Jojo, hein. Ah, franchement, faut pas vieillir, hein. Faut mourir avant, hein. Ah, en plus, il a un petit côté, il a un petit coup de coque, vous savez, petit coup de coque, là, on a envie d'éclater. Et quand tu es le poulet avant de l'épioter, là, tu le prends et clic, la tête d'un côté, le cou de l'autre. Hein, les PS, c'est ceux qui ont collaboré avec Vichy. Ouais, tout à fait, ouais, Checkmate, tout à fait. Allez, maudit. Elle débarque à la mairie de Paris aux côtés du nouveau maire Bertrand Delanoë. Ah ouais, bon, au moins, on peut pas dire que elle est montée dans l'organigramme en se faisant saillir, hein, parce que bon. Delanoë, il était plutôt de la jaquette qui flotte, donc elle est montée parce que elle avait des compétences. Alors des compétences en quoi, je sais pas. Alors peut-être c'était son petit côté ibérique, hein, qui lui a plu, tu sais, le côté olé. Ah ouais. Peut-être l'évocation des taureaux de Delanoë, ça le faisait frémir dans le slibard. Hein. C'est peut-être possible. Hein. C'est en 2014, après divers postes en politique, que j'ai la flemme de narrer et plein de Ah, moi aussi, j'ai la flemme de narrer. défaites dès qu'elle tente d'obtenir la Ah, Jospin, il aimait la coke. Ouais, bah, ça m'étonnerait pas, ça. Hein. direction d'un arrondissement qu'elle est élue maire de Paris. Elle est mignonne, la petite journaliste, hein. Alors que la droite était majoritaire en nombre de voix, vive le scrutin particulier de la Ville Lumière. Maintenant que les présentations dans la direction d'un arrondissement qu'elle est élue Merci Paris. Ah. maire de Paris, alors que la droite était majoritaire en Ah bah oui, mais c'est mairie par mairie, quoi. Paris sera la seule ville de France dirigée par un maire minoritaire en voix sur l'ensemble de la ville, mais aussi dans un texte publié par le maire du 17e arrondissement de Brigitte Custer dans le Huffington Post. En se pensant sérieusement ce résultat des élections municipales, on s'aperçoit en effet que les listes soutenues par Nathalie Kosciusko-Morizet, ah quelle cochonne celle-là aussi, ont recueilli, elle était tout bip je crois, a recueilli un total de voix supérieur de 337 826 à celle portée par Anne Hidalgo. Eh oui, mais bon, c'est comme ça, ma pauvre madame. C'est comme aux États-Unis. C'est comme aux States, hein. Le nombre de voix, ce qui compte pas. Ce qui compte, c'est le nombre d'élus, hein. en nombre de voix, vive le scrutin particulier de la Ville Lumière. Maintenant que les présentations sont faites, voyons à quel point Hidalgo a réussi à saccager Paris.
Bon, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas un classement. Hein, je vous laisse le soin de décider en commentaire ce que vous considérez être sa pire décision. Perso, j'ai pas réussi à choisir. Le massacre des espaces verts. Donc, c'est l'inverse de ce qu'avait promis cette écolo qu'est Hidalgo lors de sa campagne. Ce qu'elle annonçait, 170 000 arbres plantés et 300 hectares d'espaces verts supplémentaires en 15 ans, avec notamment des projets de forêt urbaine. Bilan, à l'été 2023, la mairie de Paris annonce avoir planté 63 500 arbres et créé 30 hectares d'espaces verts. J'aurais presque envie de les féliciter. Bravo! Sauf qu'un truc dans lequel Anne Hidalgo excelle, c'est la bidouille des chiffres, ni vu Oui, après, ils en ont quand même flingué les arbres, hein. ni connu. Et vas-y qu'on comptabilise comme arbres des pousses de 50 cm ou même, tenez-vous bien, des glands. Et vas-y qu'on essaie de faire passer l'ouverture au public de certains espaces verts pour des espaces verts nouvellement créés. Et vas-y qu'on compte des jardins quand il n'y en a pas, comme sur les quais de Seine. Et vas-y qu'on comptabilise les cimetières comme des espaces verts, hein, comme si on allait pique-niquer entre la tombe de Pépé et celle de Mémé. Qu'en est-il lorsqu'on regarde les chiffres de plus près? Eh bien, en 2023, selon Valérie Montandon des Républicains, qui dit se baser sur les données en open data de la ville de Paris, le solde entre les arbres abattus et les arbres plantés était de 526. On est loin des 63 500. En plus des arbres abattus, il y a ceux qui ne survivent pas. Entre 61% et 84% des jeunes pousses meurent au bout de 12 ans, selon plusieurs spécialistes qui avaient alerté sur la méthode des forêts Miyawaki qu'utilise la capitale. Quand la densité de plantation est trop forte, les arbres plantés ne peuvent pas tous arriver jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi ce que dénonçait un militant de la GNSA en montrant une douzaine d'arbres nouvellement plantés dans le 15e qui sont déjà morts car plantés à 50 cm des bâtiments et absolument pas entretenus. Enfin, la mairie de Paris refute le terme de manque d'entretien. Elle parle de nature spontanée, de rue comestible, hein, plein de mots mignons pour désigner les mauvaises herbes, les friches et les jardins laissés à l'abandon qui se transforment en point de deal. Le truc que les écolos bobos de la mairie de Paris qui n'ont jamais touché un râteau de leur vie n'ont pas compris, c'est que la nature en ville, eh bien elle est instable, précaire et non durable sans la main de l'homme. On se retrouve donc avec des photos avant-après de jardins autrefois verdoyants et fleuris qui sont aujourd'hui en perdition et Paris reste à l'échelle de la France, la grande ville la moins bien dotée en végétation et à l'échelle de l'Europe, la ville où le risque de mourir de chaud en cas de canicule reste le plus élevé. Donc petit conseil aux Parisiens qui recherchent de la verdure, déménagez. La commission de Vieux-Paris a été créée en 1897 pour rechercher les vestiges de Vieux-Paris, constater leur état actuel, veiller à leur conservation, suivre les fouilles qui pourront être entreprises et les transformations jugées indispensables. En gros, c'est un contre-pouvoir important en matière d'urbanisme dans la capitale, puisqu'à la base, elle était indépendante vis-à-vis de la mairie, comportant parmi ses 55 membres 40 experts de Paris, scientifiques, artistes, professeurs, etc. En 2019, la commission s'était par exemple élevée contre le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu validé par la mairie. En 2014, Hidalgo avait voulu la réformer, mais face au tollé qu'elle s'était pris de la part de l'opposition, elle avait dû reculer. Sauf qu'en 2020, pendant la crise sanitaire, elle y parvient enfin. Le nombre d'experts baisse à 25, c'est la maire qui les sélectionne, et la durée de leur mandat est divisée par 2. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Eh bien parce que notre cher Hidalgo se fout complètement du patrimoine historique de la capitale. Les églises parisiennes, dont 80% sont la propriété de la mairie, sont laissées à l'abandon, notamment leurs peintures murales. Ils ne sont restaurés que quand l'urgence due aux menaces sur la sécurité des personnes physiques oblige la ville à intervenir. Viennent ensuite les fontaines historiques de la ville lumière qui, pour plus de la moitié, selon une enquête de la Tribune de l'Art, sont hors d'eau et elles aussi laissées à l'abandon. Au moins la mairie s'occupe bien de la Dame de Fer. Gustave Eiffel recommandait de la peindre tous les 7 ans pour éviter la rouille. Le dernier coup de peinture date de 2010, mais rassurez-vous, elle sera repeinte pour la première fois sous le mandat d'Hidalgo à l'occasion des JO, d'une couleur jaune-brun, la préférée de Gustave. Et puis on a bien sûr la disparition du mobilier historique parisien datant du Second Empire et érigé par les équipes de Gabriel Daviou pour donner une identité visuelle à une ville alors hétérogène. Adieu les kiosques à journaux façon Daviou, bonjour les kiosques à journaux façon Crasset, qui ressemblent maintenant à des bonnes vieilles poubelles. Adieu les jolies grilles d'arbres Daviou, bonjour les affreux bacs de terre devenus des charges publiques auxquelles la mairie a finalement renoncé. Adieu les élégants bancs à double assise et bienvenue au banc Mikado, champignons, granit. Je sais qu'être conservateur en 2024 ça revient. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. Quand ils te montrent ça, elle a le regard à la Thaïs, je préfère m'en méfier. Bah, c'est une journaliste, hein, c'est pas la même chose. Être nazi, mais est-ce qu'on peut au moins conserver le bon goût? Alors, je sais que la frontière entre art contemporain et immondice est fine et qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce qui est moche ou pas, mais les uri-trottoirs, pourquoi? Ah, c'est quoi ces uri-trottoirs? Je savais même pas que ça existait, ça. Tiens, c'est... Déjà que l'idée de base est sacrément zadiste, mais le rouge vif qui se voit à 2 km, c'était nécessaire? Les parclettes. Sérieux les gars, on est à Paris ou à Notre-Dame-des-Landes? Bon, et puis comme on parle de Elle est très bonne celle-là. Bah tiens, vous voyez, l'image qui s'affiche correspond bien à mon état d'esprit, là. Là, vous voyez ma tête, là, avec mes petites lunettes, là. Bah, ça représente vraiment mon état d'esprit à l'évocation des trucs barquettes. Ah. Obligé d'inclure le parc naturiste au bois d'Ancennes, hein. Rien de moche, mais quelle idée.
quelle idée. On continue avec les abris sécurisés pour vélo. Bon, c'est moche, mais au moins c'est pratique, hein, je leur accorde ça. On parlait juste avant de fontaines, et bien voilà à quoi ressemblaient autrefois les fontaines des Champs-Élysées. Trop classique, hein. Donnez-moi du cristal, du bronze, des LED. Surélevez-les-moi, hein, histoire qu'elles fassent 13 mètres de haut et qu'elles dénaturent l'avenue la plus célèbre de France, et faites-les financer à plus de 60% par l'Émirat du Qatar, hein, qui apprécie tellement les valeurs de notre beau pays. Ah, et puis en œuvre d'art, on peut citer le magnifique cœur rouge, hein, de 9 mètres de haut, porte de Clignancourt, d'une modique somme de 650. Putain, je passe au moins 3 fois par mois à Porte de Clignancourt, je l'ai jamais vu, il est où? Pourtant, j'y passe régulièrement à Porte de Clignancourt. Attends, il est où ce truc-là? Et qu'elle dénature l'avenue la plus célèbre de France, et faites-les financer à plus de 60% par l'Émirat du Qatar, hein, qui apprécie tellement les valeurs de notre beau pays. Ah, et puis en œuvre d'art, on peut citer le magnifique cœur rouge, hein, de 9... Attends, il est où? C'est où ça? Là, je visualise pas. Bon, en tout cas, c'est très moche. Mètres de haut, porte de Clignancourt, d'une modique somme de 650 000 €, ou les tulipes de 12 mètres de haut de l'américain Jeff Koons dans le jardin des Champs-Élysées pour rendre hommage aux victimes des attentats de 2015 et de 2016. Si vous ne voyez pas le rapport entre l'œuvre et l'hommage aux victimes, c'est que vous manquez de vision artistique. Ah, la voiture, le cauchemar des écolos-bobos, hein, ces mêmes écolos-bobos qu'on retrouve l'été à faire du stop sur les gros ronds-points et au bord de l'autoroute quand ils veulent partir en vacances, parce que la voiture ça pollue, mais que quand ils en ont pas besoin. Anne Hidalgo, hein, comme toute bonne écolo qui se respecte, ne déroge pas à la règle. Pendant sa campagne de 2020, elle promouvait l'idée d'un Paris 100% vélo. Elle annonçait vouloir supprimer 70 000 places de parking sur les 140 000 places en surface, histoire que ce soit bien galère de se garer, qu'on tourne 2 fois plus en rond qu'avant et qu'on pollue 2 fois plus. D'ailleurs, moi je me souviens, quand j'habitais, parce que j'ai vécu pendant 20 ans sur la butte Montmartre, mais c'est vrai que moi j'angoissais, et bien sûr sur la butte Montmartre, aucun moyen d'avoir des parkings souterrains et tout ça, parce que comme c'est pas, j'allais dire c'est un cimetière en dessous, c'est un gruyère, donc il y a très peu donc de garages en sous-sol. Il y en a, mais quand même assez peu. Et à chaque fois que je prenais la bagnole, je savais pas comment, je tournais peut-être des fois 3 quarts d'heure, 1 heure pour se garer, pour trouver une place pour se garer, quoi. Sans parler qu'il fallait avoir la carte pavillonnaire, payer quand même le truc, je sais plus combien c'était pas très cher, c'était 50 centimes par jour, ou 1 euro, ou 2 euros non, je sais plus combien c'était. Mais bon, c'était vraiment pas cher si t'avais la carte de résident. Mais c'était un enfer. Donc, et même quand tu arrivais à te garer, quand tu revenais, tu retrouvais ta caisse, comme c'était le stock car, tu t'étais fait défoncer le pare-choc avant, le pare-choc arrière, et après, si tu restais, moi souvent j'utilisais ma bagnole le moins possible, donc elle pouvait rester pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans que j'y touche. Ah ouais, parce que bon, à Paris, à part quand tu vas faire tu vas en vadrouille, une soirée et compagnie, il y a les transports en commun, c'est plus simple, hein. Et donc t'avais des fois tu te prenais un petit coup de clé parce que bon, ta bagnole était là depuis trop longtemps, les gens ça les énervait, quoi. Les Parisiens, donc franchement, et c'était avant qu'ils s'amusent à limiter le nombre de places, parce qu'en fait, et encore, moi je vous parle d'une époque où c'était des zones où en fait où tu payais pas, même à la limite il y avait des zones où tu ne payais pas, hein, c'était des zones sans fallait simplement être du coin pour pouvoir se garer, et tu payais rien. Mais maintenant il y a pas un endroit où t'as pas un truc pour faut payer, quoi. Ah, je te jure. Donc ils t'ont fait aussi des voies pour cyclistes qui sont hyper dangereuses, sans remplement séparateur. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, nous suivons la famille Solaro, qui depuis 13 ans tourne dans les rues de la Ville Lumière, à la recherche d'une place de stationnement. Elle a triplé le tarif de stationnement pour les SUV, grâce aux 95% de Parisiens s'étant abstenus. Sauf qu'un SUV, c'est un véhicule qui pèse plus de 1,6 tonnes, donc ça concerne aussi les voitures électriques, qui sont souvent plus lourdes que les voitures thermiques. Pété logique. Ensuite, on peut parler de la vignette critère, qui pénalise ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture récente, les obligeant à s'entasser dans le RER et le métro, contenant 10 fois plus de particules fines que l'extérieur. On se rappelle d'ailleurs cette vidéo intemporelle où la mère, assise confortablement dans son taxi, encourageait tout le monde à faire comme elle et emprunter les transports en commun. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. N'oublions pas les réaménagements des voiries complètement what the fuck, comme la place de la Bastille où les bus peinent à circuler. On peut aussi citer la création de la méga piste cyclable rue de Rivoli, quasiment vide, ne laissant qu'une voie unique aux véhicules motorisés. Ah oui, ça aussi c'est n'importe quoi.
Donc les gens sont pare-choc contre pare-choc. Je te raconte pas la pollution. En plus, c'est un axe assez central, donc tu passes par là pratiquement obligatoirement. Quand t'es dans ce coin-là, parce que tu passes d'un côté de l'autre de la Seine. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Un résultat des bouchons monstres qui entraînent une pollution plus importante. Parlons maintenant des nids de poules qui se multiplient de plus en plus. Delphine Burkli, maire LR du 9e arrondissement, expliquait en 2019 que la mairie avait diminué de 64% le budget alloué à l'entretien de la voirie. Ah oui, quitte à décourager les voitures à circuler dans la capitale, autant être le plus dissuasif possible. À vous de choisir, donc soit vous prenez le métro, soit vous défoncez vos avortons. Le Tactygate, une ombre sur le tableau déjà pas très lumineux de notre chère Anne Hidalgo. Du 15 octobre au 5 novembre dernier, l'édile se rend en Nouvelle-Calédonie, puis en Polynésie française pour inspecter les infrastructures de l'épreuve de surf au JO. Ah, avec sa fille. Oui, c'est ça. Visite à sa fille qui habite dans le Pacifique et ne se rendra jamais sur le chantier à cause du, je cite, climat de tension sur place. Parmi ces 3 semaines de voyage, un peu moins d'une semaine est consacrée à ses engagements professionnels et le reste, c'est des petites vacances bien sympathiques. Rachida Dati et son équipe en profitent bien sûr pour tacler la maire de Paris, en particulier sur son bilan carbone, car depuis sa réélection en 2020, elle a fait pas moins de 20 voyages dans le monde, et l'association AC Anticorruption porte plainte contre X pour détournement de fonds publics. Devant l'ampleur de la polémique, la mairie de Paris tente de se justifier, sauf qu'elle s'enlise dans les faits et les dates, et elle publie une photo d'une rencontre entre Hidalgo et des élus polynésiens qui, comme le précisera par la suite la présidence de la Polynésie française, n'avait rien d'officiel. Bref, situation pas ouf pour la mairie de la capitale, qui publie par la suite un texte de justification dans lequel elle précise le coût du voyage et la programmation détaillée de la partie officielle de ce déplacement. Loin d'apaiser les foules, cette publication fait encore plus grincer des dents, forcément quand on voit que le voyage d'Hidalgo et de sa délégation parisienne de 6 personnes a coûté 60 000 €, il y a de quoi remettre en question les déclarations de Pierre Rabadan, adjoint à la mairie, qui affirme qu'ils ont voyagé en classe éco et qu'ils ont logé dans des hôtels, je cite, confortables mais pas particulièrement luxueux. J'imagine que la signification de confortable n'est pas la même pour eux que pour vous et moi. Hidalgo précise ensuite que la partie plaisance de son voyage a été financée à ses frais, tout comme son billet retour, ce qui n'est pas le cas de 2 autres membres de la délégation, ayant eux aussi prolongé leur voyage dans un cadre privé, mais qui se sont fait payer leur billet retour par la mairie de Paris. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier en novembre pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, et l'hôtel de ville a été perquisitionné en mars. Eh ben dis donc. S'il y a une chose qu'Hidalgo aime bien, c'est mettre ses copains à l'abri. C'est ainsi qu'en 2014, des élus qui... Et tout ça, on parle pas de toutes les aides, toutes les subventions qui sont données aux copains, des copains, etc. Oui, tu disais ? Oui, j'aimerais réagir. Alors déjà, ouais. Je suis sûr que tout le monde a été payé, ça a été payé par la mairie, alors j'en suis quasiment sûr. Et il y a un truc que je trouve vraiment hypocrite, c'est que, comme elle l'a dit, Anne Hidalgo, l'écologie, alors là, c'est l'une de ses préoccupations majeures. Enfin, en apparence, puisque évidemment c'est une politique. Sauf que tu t'aperçois derrière qu'elle a fait 20 déplacements en avion depuis qu'elle est élue. Non, mais c'est à peine se foutre de la gueule du monde. Bah oui, mais bon, elle va pas y aller en train. Elle est invitée par des villes internationales, elle va pas y aller en bateau, quoi. Voilà, donc. Je me permets de douter sur les invitations. Je pense. Ah, tu crois ? Oui. Macron, oui, ça j'y crois puisque c'est le président. Bah non, mais tu te rends pas compte là, dans la mer, Paris, c'est une grande capitale mondiale, donc il y a les accords, etc. Non, ça, à la limite, je veux bien le croire, mais après que ça ait une utilité pratique, non, ça j'en doute. Comme le fait simplement que la maire de Paris aille faire un tour à Tahiti pour aller voir l'endroit où allaient se passer les compétitions de surf. Franchement, je vois pas trop où est l'intérêt, quoi. Mais bon, après, bon, elle a kiffé. Machin. À la limite, moi, c'est pas là-dessus que j'aurais des choses à lui reprocher, tu vois. Bon, je dirais que quels que soient les gens à la mairie, je pense qu'ils en feraient de même. On se souvient de Chirac, et de la Noé, je me suis pas trop intéressé. Mais je sais qu'à l'époque de Chirac, c'était pas triste non plus, quoi. Donc ça a toujours été un petit peu ça a toujours été un gros trésor de guerre depuis 77 où la mairie de Paris a été réactivée et elle a été contrôlée par le RPR jusqu'à l'époque où le PS a pris la main, mais ça a toujours été un moyen de récupérer du fric, mine de rien, quoi. Mais bon, bonne remarque de toi, mon Jojo.
qui avaient perdu leur place sur les listes lors des municipales et fait une croix sur leur poste de conseiller de Paris, ont fini par retrouver un siège aux côtés de la nouvelle maire Anne Hidalgo. Selon un communiqué de l'époque du Front National, ça aurait été le cas pour 12 directeurs d'administration, 8 directeurs de SEM ou d'établissements publics municipaux et 2 secrétaires municipaux adjoints. Ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes car ils ne donnent pas de nom et que le but d'un parti d'opposition, c'est de tacler son adversaire. D'ailleurs, le FN n'était pas le seul à dénoncer ces recrutements. C'était aussi le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne rivale d'Hidalgo au municipal de 2014, qui avait écrit une lettre au préfet en dénonçant des anomalies juridiques dans le recrutement des recalés des élections municipales. Voici les 4 noms d'élus recasés que j'ai trouvés dans un article du Parisien de 2014. On retrouve Sylvain Garel, ex-président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, qui devient chargé de mission à la Direction Générale des Relations Internationales. Attends. Ah non, mais là c'est un gagnant, le gars. Ah, le cheval de retour, quoi. Mon Dieu. Garel, ex-président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, qui devient chargé de mission à la Direction Générale des Relations Internationales. Fabienne Giboudot, ex-maire adjointe chargée. Ah ouais, non, mais il y a que des champions du monde, hein. Salut Hermie Lima. Salut Jimmy Prunier. Ouais. Au passage, le copinage, c'est une spécialité française. Hein, là. Ah bon? Je suis pas du tout surpris. Oh bah. Les autres pays font pas ça? Attends. Ah, je sais pas pour les autres pays, mais parce que j'y vis pas, mais effectivement, je pense que oui. Ok. Chargée des espaces verts et qui n'avait pas encore de fonction précise quand elle s'est fait embaucher et qui a été nommée par la suite chargée de mission ville intelligente. Romain Lévy, socialiste, qui à peine... Ah non, mais encore, putain, mais le mec, veste en velours, ça m'a l'air d'être une veste en velours, avec la grosse cravate avec le gros nœud, le jean, oh non mais y a les lunettes cerclées, la coupe de cheveux avec la gomina. Ah non mais ah non mais t'as envie du foutre des baffes, quoi, tu sais, du asséner des baffes jusqu'au moment où il arrête avec son sourire, quoi. Ah mais insupportable, quoi. Ah. Un élu au conseil d'arrondissement du 6e avait démissionné. Comme pour Fabienne Giboudot, il n'avait pas de fonction précise au moment de son embauche et depuis il travaille à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et enfin, l'embauche qui avait provoqué le plus de remous était celle du communiste Pierre Mansat, ex-adjoint de Bertrand Delanoë. La droite s'était demandé pourquoi, pour s'occuper du Grand Paris, Mansat n'avait pas été nommé simple chargé de mission pour une durée limitée, comme c'est l'usage, mais s'était retrouvé propulsé à l'inspection, un poste plutôt pérenne et bien évidemment plus lucratif, avec une rémunération de 7 000 à 8 000 € net mensuels. Plus récemment, c'est l'ancien directeur de cabinet d'Hidalgo, Mathias Vichera, qui hérite en 2016 d'un taf en or à la SNCF. Pour lui, on a créé un nouveau poste, directeur général adjoint en charge de projet de l'entreprise et de la communication. Pour quelqu'un qui n'a aucune expérience du rail et qui n'a jamais été directeur de communication d'aucun groupe, c'est franchement pas mal. Et le dernier copinage en date, c'est l'affaire de la Tour Triangle, ce projet urbain assez délirant qui a valu à l'hôtel de ville de se faire perquisitionner dans le cadre d'une enquête du parquet national financier pour soupçon de favoritisme dans le contrat d'exploitation du parc des expositions. Affaire également à suivre. Chaque année depuis sa réélection en 2020, Hidalgo et sa majorité attribuent presque 300 millions € de subventions à des associations. Et quelles associations? On retrouve le copinage, bien sûr, avec par exemple les 30 000 € versés à J'accueille, l'assaut de Benoît Hamon, ancien candidat PS à la présidentielle de 2017. Faut pas pleurer, on va rebondir. Ou les 100 000 € versés au Pierrot de la Nuit, l'assaut d'Emmanuel Coblence, membre de la majorité municipale. On retrouve bien sûr les assauts LGBT+, pour qui la mairie a d'ailleurs doublé le montant des subventions en 2020 pour atteindre les 400 000 €. Pour n'en citer que quelques-unes, l'Inter-LGBT qui organise la Gay Pride, SOS Homophobie, l'asso qui a porté plainte contre Marguerite Stern et Dora Muto pour leur enquête Transmania, ou encore le festival du film Lesbien qui avait proposé en 2015 un film intitulé Tutorial Crash Pads Guide to Fisting, je cite. Oui, et ça intéresse beaucoup de gens, quoi, tu sais, c'est le truc qui fait 300 visites. Entre le porno queer et l'éducation sexuelle dans ce premier guide filmé du FIST. Ensuite, on retrouve les assos pour les droits des réfugiés. Lors du dernier Conseil de Paris, Transparence Citoyenne nous apprend qu'elles étaient 192 à obtenir des subventions par la mairie de Paris pour un montant total de 3,25 millions €. La grande championne étant France Terre d'Asile, qui depuis 2013 a reçu 7,7 millions €. Mais n'oublions pas de citer les 37 000 € qu'a reçu l'asso Fasti, pas très Charlie, cet asso qui avait rappelé que les attentats du 13 novembre 2015 étaient la conséquence de la politique économique et sociale
sociales de la France qui paupérisent toujours davantage les quartiers populaires dans le cadre de discours médiatiques stigmatisants. Je peux aussi citer les 6 000 € donnés aux amis des migrants suédophones en France. Attention, le titre est trompeur, car ces immigrés suédois sont en fait pour la grande majorité d'entre eux des immigrés afghans. Ensuite, chers Parisiens qui regardez ces... Débouté en Suède. Mon oncle Serge les patates. C'est quoi encore cette merde? Bon, on verra ça. Checkmate. Vous serez ravis d'apprendre que votre argent fait le tour du monde. Il a servi à financer l'assaut Quartier du Monde, 15 000 € pour, je cite, et je bois un peu avant, essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Unza Una, qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre à Suba, en Colombie. Des questions. Vous avez aussi permis à l'assaut Globe de favoriser l'inclusion sportive et artistique de jeunes ayant une déficience intellectuelle à Mumba, au Sénégal, à l'assaut Appli for Dev. Ah, franchement. De mettre en place un rocher pour les femmes leaders de Tanjouaré, ville togolaise de 17 000 habitants, ou encore à l'assaut Wado Academy de former 8 professeurs.e.s de karaté pour qu'ils diffusent une partie adaptée à des publics variés au sein de la communauté rurale d'Amboimanga Kelly à Madagascar. Pour rappel, la dette parisienne est à plus de 8 milliards d'euros et a plus que doublé depuis 2014. On continue. Je rajoutais aussi la fiscalité. Hein. Cette partie-là ne concerne pas... Vas-y. Bah, t'as les taxes sur l'immobilier, je sais plus si c'est... Je crois que c'est la taxe foncière, si je dis pas de bêtises. Pas la maire Hidalgo, mais la candidate au présidentiel Hidalgo. C'est un mini... Ah, le courage de la justice. Attends, on va revenir en arrière, là. Il faut le revoir, ça. Cela ne concerne pas la maire Hidalgo, mais la candidate... Anne Hidalgo, le courage de la justice. Ouais, bien sûr. La justice, évidemment. C'est un mini... Ah, d'accord. sujet, mais pas tellement, car si on joue sur la sémantique, se présenter aux élections présidentielles fait en effet partie des pires décisions qu'elle a prises. Mais c'est vrai que moi j'ai été à Paris, je sais pas, j'ai été combien de temps j'étais à Paris? J'ai dû être, pratiquement, j'ai dû être à Paris au moins 40 ans, quoi, plus de 30 ans, 40 ans, pratiquement. C'est vrai que je crois que j'ai voté, à la mairie de Paris, je crois que j'ai jamais voté. Pris en tant que maire de Paris. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Bon, déjà dès le début ça coince. Plusieurs banques, dont la banque historique du PS, le Crédit Coopératif, refusent de lui accorder un prêt pour le financement de sa campagne à cause de son score abyssalement bas dans les sondages. Bien heureusement pour eux, le déni de réalité existe et la direction du PS reste optimiste en affirmant qu'elle peut faire campagne sans banque. Pas sûr de ça. Hein. Il y a aussi ce retournement de veste spectaculaire concernant l'union de la gauche. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Il faut organiser une primaire de cette gauche. Sa proposition se fera rejeter par tous les autres candidats de gauche. Malgré tout, Hidalgo persiste dans son rêve à la présidence et pour tenter d'exister médiatiquement, s'essaie à des petites sorties sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, qui atteint des sommets de malaise. Quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. On peut également parler de cette séance de dédicace aux côtés de François Hollande, à la foire du livre à Brive-la-Gaillarde, où tous deux étaient venus signer leurs livres respectifs. Pour l'ancien président, c'est un succès. La maire de Paris, elle, signera une dizaine de bouquins tout au plus. Bouquin Une femme française qui se vendra à 1800 exemplaires en un mois, soit 100 fois moins que La France n'a pas dit son dernier mot d'Éric Zemmour. Ah ouais, c'est gênant, quoi. 1800, elle en a vendu 1800. Et l'humiliation ultime pour Hidalgo sera évidemment son score au présidentiel, 1,75%, soit presque 2 fois moins que Jean Lassalle. Ah ouais, non mais c'est... Ah mais c'est honteux, quoi. Scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. En 2024, Paris obtient la médaille de bronze des villes les plus dangereuses de France derrière Lille et Saint-Denis, elles aussi dirigées par des maires qui ont leur carte au Parti Socialiste. Et les autres villes dangereuses sont administrées par des écologistes. Coïncidence? Oui, pas, je vous laisse en décider en commentaire. L'usage et le trafic de drogue ont nettement augmenté dans la capitale ces dernières années, avec une hausse de 13,7% rien qu'entre 2022 et 2023. Certains quartiers parisiens sont devenus invivables pour les habitants, et certains vont même jusqu'à porter plainte contre la mairie. Et le gros problème dans la ville lumière, c'est surtout le crack.
je vous apprends rien. Mais du coup, quelle a été la bonne idée de la maire socialiste pour mettre fin à cette gangrène? Eh bien la même qu'ont eu les maires NUPES de Strasbourg, Bordeaux ou Marseille, ouvrir des salles de shoot, dont l'un est prévu à proximité directe d'une école. Même si à part un rapport de l'INSERM coordonné par une sociologue pro-salle de shoot et pro-légalisation du cannabis, il n'existe aucune étude sur le plan international prouvant l'efficacité de ces dites salles de shoot. Car si le rapport conclut à une absence de détérioration de la tranquillité publique depuis l'implantation des structures, la réalité est tout autre. Je vous invite à regarder les reportages du Média pour tous pour voir ce qu'il en est réellement. C'est vrai que c'est quand il avait fait la porte de la chapelle, c'était une horreur, quoi. Déjà, la porte de la chapelle, c'est déjà pas terrible, mais c'est possible, quoi. Scène de shoot en pleine rue, bagarre, seringues ensanglantés retrouvés sur le trottoir, pas vraiment ce que j'appelle une absence de détérioration de la tranquillité publique. Et malgré les 25 millions d'euros au lieu des 9 initialement prévus qu'a coûté le plan crack dans le nord de Paris en 2019, les toxicos sont toujours aussi nombreux et font toujours autant de nuisances. Ensuite, Anne Hidalgo a supprimé les gardiens aux abords des squares et des jardins, donc maintenant en plus de devenir des friches, certains jardins deviennent aussi des points de deal et des coupes-gorges dans lesquels mères et enfants ne veulent plus mettre les pieds. Et une autre bonne idée, c'est celle de refuser le port d'armes de la police municipale parisienne. Hidalgo préférait interpeller Castaner en 2020 contre les violences policières et dire que l'insécurité dans la capitale relevait de la police nationale. Non, c'est jamais sa faute, c'est toujours celle des autres. L'insalubrité de Paris a été médiatisée dans le monde entier après la grève des éboueurs de 2023 qui avait transformé la ville en poubelle à ciel ouvert. Mais ce surnom de ville poubelle avait déjà été donné à la capitale en 2019 dans le quotidien britannique The Guardian qui qualifiait Paris comme étant l'homme le plus sale d'Europe. On n'avait pas vraiment apprécié et dont elle s'était dédouanée en appelant les Parisiens à se prendre en charge, affirmant qu'on ne pouvait pas mettre un éboueur derrière chacun d'entre eux et que par ailleurs le nombre des agents de propreté avait augmenté donc on ne pouvait rien lui reprocher. Sauf qu'après des critiques de plus en plus sulfureuses et un sondage montrant que 80% des Parisiens trouvaient leur ville sale, dont 90% des habitants des arrondissements du nord-est de la capitale, la maire a finalement compris que c'était un vrai sujet de préoccupation pour ses possibles électeurs. Elle promet donc en 2020 lors de sa campagne municipale qu'elle doublera le budget alloué à la propreté d'ici la fin de son mandat en 2026, passant ainsi de 570 millions à plus d'1 milliard. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. En tout cas, pour Rachida Dati, la première étape pour financer le budget propreté serait déjà de ne pas détourner 10% des recettes des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage pour combler d'autres déficits. Ensuite, outre les poubelles, il y a le problème des rats, ou des surmulots pour Douchka Markovic, élu animaliste du 18e. Et oui, il faut, je cite, lutter contre les préjugés. C'est pour ça qu'au lieu d'exterminer les 5 millions de surmulots qui gangrènent la capitale, chose qu'avait tenté de faire la mairie en 2017 en mettant en place un plan de 1,5 million d'euros qui avait lamentablement échoué, Hidalgo a créé un groupe de travail sur la cohabitation avec les rats. Regardez comme ils sont trop mignons, qui ne voudrait pas partager son quotidien avec eux, arrêtons de les stigmatiser. Bon, et puis la dernière chose dont je parlerai, c'est la baignade dans la Seine. Pour prouver que sa promesse d'une Seine propre avant les Jeux n'est pas qu'une chimère et que les triathlètes anglais ont tort de consommer un max de yaourt et de probiotiques pour faire face aux nombreuses bactéries qu'ils devront affronter dans ces eaux d'un bleu lapis-lazulien, la maire de Paris a décidé d'y faire un plouf le 23 juin prochain. Chose qui paraît très peu probable, pas parce que nombre d'internautes sont rassemblés sous le hashtag « Je chie dans la Seine le 23 juin », mais surtout parce que ces derniers n'en auront même pas besoin puisque le fleuve est déjà contaminé par les déjections fécales, comme l'indique la présence 2 fois trop importante de la bactérie E. coli dans ces eaux, ce qui pourrait causer à ceux qui s'y baignent des conjonctivites, des gastroentérites ou encore des staphylocoques. Et à ça s'ajoutent les 50 000 litres d'eau usée qui se sont récemment déversés dans la Seine après une panne de pompe d'évacuation à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines contenant une quantité astronomique de lingettes, de coton-tige, de serviettes hygiéniques et de tampons qui chatouilleront les pieds de la mer si dans son déni habituel elle persiste à croire que plonger dans la Seine est sans danger. Vas-y Anne, on te regarde. 10 flops, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu, j'aurais pu. La marmotte, elle met le crack dans une pipe et la crame. Vous parlez de la taxe astronomique de Paris, de l'augmentation de plus de 50% de la taxe foncière, ou du fait qu'Hidalgo a choisi de racheter des immeubles du 16e arrondissement au prix fort pour les transformer en logements sociaux. Mais tout ça, je compte sur vous pour le rajouter en commentaire, ainsi que toutes les autres inepties que la maire de Paris a faites ou dites. Sur ce bon week-end, et votez bien.